Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur le crédit documentaire. Donc, le webinaire est organisé dans le cadre du partenariat de la communauté internationale Drôme Ecobiz et de la Banque Populaire. Il sera animé par Hélène Boyer, qui est expert internationale. Elle est basée à Valence. Donc, elle va dérouler le crédit documentaire, qui est une technique de paiement qui a un petit peu tendance à faire peur aux exportateurs. Il faut savoir que c'est quand même une technique de paiement qui s'est un peu assouplie, on va dire. On n'est plus au point et à la virgule comme c'était fut un temps où tout le monde a gardé ça en tête. Donc, elle va vous expliquer un petit peu tout ça. Vous pourrez, durant la présentation, poser des questions sur le webinaire à droite de votre écran. Vous tapez vos questions et on y répondra au fur et à mesure de la présentation. Si Hélène, lors de sa présentation, répondra. Sinon, si vous n'avez pas eu la réponse à votre question pendant la présentation, de toute façon, il restera un petit temps à la fin et on pourra les dérouler ensemble. Donc, je laisse la parole à Hélène qui va vous présenter tout ça. Merci Marlène. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, donc effectivement sur le crédit documentaire technique. Donc il est vrai qu'il comporte certaines particularités qu'il faut connaître au préalable avant de pouvoir l'utiliser. Donc on va passer une petite heure sur les bases de cet outil. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que voilà, ça n'est pas l'objet aujourd'hui. L'objet là, c'est une présentation quand même générale. Et puis, si vous souhaitez utiliser cet outil, surtout ne le faites pas seul. Enfin, je le redirai aussi en conclusion, mais voilà, on est là au niveau bancaire, au niveau des experts internationaux pour vous aider sur ces sujets. Hop là, pour passer, on va faire comme ça. Par contre, ici, ça ira. Alors, on va faire ça en quatre grandes étapes. Donc, tout d'abord, les principes généraux prérequis. J'ai accordé pas mal de place à des exemples, deux exemples concrets, et puis tout ce qui est administratif autour de cet outil. Je donnerai quelques critères de choix pour l'utiliser ou non. Ça n'est pas non plus adapté à toutes les situations. Et puis, on verra effectivement vos questions. Je pense que je ne verrai peut-être pas les questions au fur et à mesure, donc peut-être plus à la fin. On les reprendra à la fin. Oui. Ouais. Donc, tout d'abord, on va démarrer tout de suite avec la définition du crédit documentaire. Crédit documentaire utilisé donc pour les importateurs, les exportateurs, donc plutôt sur le commerce international, même si ça s'est déjà vu franco-français. C'est faisable aussi, mais dans la pratique, c'est plutôt à l'international. C'est un engagement irrévocable donné par une banque qu'on va appeler banque émettrice, de régler à un bénéficiaire, l'exportateur, un montant qui va être déterminé dès le départ, avec peut-être un pourcentage en plus ou en moins, mais un montant qui va être en tout cas convenu, soit à vue, soit à échéance, sur présentation dans les délais impartis, de documents qui vont vraiment correspondre exactement à ce qui est prévu. Alors, on n'est pas à la virgule ou au point près, effectivement. Parfois, il y a des petites coquilles de fautes d'orthographe. On n'est plus sur une exactitude absolue là-dessus, fort heureusement. Il n'empêche que les documents, on verra un petit peu après, doivent être strictement conformes à ce qui était prévu dans ce crédit documentaire. Ce crédit documentaire, quelle forme il va prendre? En fait, ce message, cet engagement bancaire de paiement va être véhiculé de manière électronique et informatisée, donc avec un message SWIFT, qui sera ensuite notifié au bénéficiaire, soit via un outil en ligne, via un courrier, via un mail. Voilà, il y aura une notification qui sera faite par la banque au bénéficiaire. Pour l'instant, ça doit vous sembler encore un peu obscur. On verra ensuite des schémas pour bien comprendre de quoi il s'agit. Je vous ai indiqué ici quelles sont les règles applicables au crédit documentaire. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est important. Les règles qui sont utilisées normalement pour ces opérations internationales sont des règles qui sont édictées par la Chambre de commerce internationale et ce sont les RUL 600.
Donc, sous cette appellation se cache en fait un petit fascicule que vous pouvez commander auprès de la Chambre de commerce internationale et qui va vous donner en fait toutes les définitions applicables pour le crédit documentaire. Quels sont les documents de transport acceptés, quel est le délai autorisé entre la présentation des documents et le paiement, enfin, tout un tas de définitions qu'il est utile de savoir, je pense, si on veut utiliser cet outil. Alors peut-être pas pour le premier, nous on est là aussi pour vous donner les principales explications, mais si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la démarche et vraiment bien maîtriser l'outil, voilà, un petit fascicule, ça doit coûter 15 ou 20 euros à commander. Et une fois que vous l'avez, au moins, vous avez le document de référence pour ces opérations. Hop là, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Pour continuer sur les principes généraux, ce qu'il faut comprendre, c'est que le crédit documentaire, c'est un engagement qui est juridiquement indépendant du contrat commercial. Alors bien sûr, il a été négocié dans le cadre de ce contrat commercial. Et on y fait également souvent référence, soit parce qu'on fait référence à une proforma ou à une commande, on fait référence à ce contrat, mais c'est un outil juridiquement indépendant. Ça veut dire que s'il y a un conflit, par exemple un problème de qualité, mais qui n'a pas été anticipé dans le crédit documentaire, tout ce qui est du ressort du litige client-fournisseur ne pourra pas être traité par le crédit documentaire. L'engagement de paiement qui est pris par la banque va se baser sur des documents. Si les documents sont conformes à ce qui était attendu, la banque qui s'est engagée à payer doit payer. Après, si sur le papier, il est indiqué que vous attendez, je ne sais pas moi, des torchons qui sont blancs et que quand vous les recevez, ne pourra pas refuser de payer parce que ce que vous avez reçu n'est pas conforme à ce que... Donc, comme je vous l'ai indiqué ici, les documents priment sur la réalité de la marchandise et la prestation de service. S'il y a des aspects qualité qui sont très importants pour vous, à ce moment-là, il faut le prévoir au niveau des documents et prévoir un certificat de qualité, par exemple. Là, je suis plus sur le côté importateur, quand vous importez quelque chose. Mais si vous êtes exportateur, mettez-vous à la place de l'importateur, il va attendre exactement la même chose, puisque le crédit documentaire a vraiment pour objectif de sécuriser les deux parties, acheteur et vendeur. Quand on parle de documents, il faut bien avoir en tête que les documents prévus doivent être adaptés à chaque situation. Donc, il n'y a pas de crédit documentaire type. Il va falloir regarder chaque contrat commercial, voilà, les particularités de votre client si vous exportez, quels sont ses besoins en termes documentaires, si lui justement il a des besoins de certificats spécifiques par rapport à sa réglementation nationale. Donc ça doit vraiment être un travail en amont, d'avoir un échange entre acheteurs et vendeurs pour savoir quels sont les documents dont les uns et les autres ont besoin pour les prévoir, pour bien les anticiper dans le crédit documentaire. Je vous ai ensuite mis changement de couleur, attention à l'incoterm utilisé, donc petit clin d'œil à Marlène. La CCI propose des formations sur les incoterms. Je vous invite à y participer pour vraiment bien maîtriser ces termes. Donc l'incoterm, si vous n'avez pas encore entendu parler de ça, donc c'est les trois petites lettres qui vont déterminer qui a la charge de l'assurance, qui est responsable de l'assurance, qui est responsable du dédouanement, import, export. Voilà, c'est vraiment primordial d'avoir une bonne maîtrise de cette technique. Et en particulier, pour les crédits documentaires, on évitera autant que possible l'incoterm ex-works, qui est départ usine, où, grosso modo, vous n'avez pas la maîtrise des documents. Alors, on a un petit décalage peut-être avec les slides. Je ne sais pas ce que vous voyez de votre côté. Je vais continuer. J'espère que vous verrez les bons slides. On va voir.
Encore une information sur les principes généraux. Là, c'est plus une remarque pour vous. Faites attention à ne pas confondre le crédit documentaire, qu'on peut aussi appeler LC, Letter of Credit, et un autre outil qui est complètement différent, qui s'appelle SBLC ou LCSB, c'est la Standby Letter of Credit, qui, elle, est une garantie de paiement bancaire. Ça n'est pas exactement la même chose. Le crédit documentaire, ça va vraiment être un moyen de paiement, une technique de paiement. Donc LC, lettre de crédit, crédit documentaire. Tandis que la garantie de paiement, SBLC, elle, ce sera uniquement si votre client ne règle pas que vous pourrez l'activer. C'est différent. Alors, si on continue sur les principes généraux et prérequis, il y a, comme je vous le disais, un travail en amont qui est à faire, et notamment s'interroger sur les banques qui vont intervenir dans l'opération. Puisqu'on fonctionne, comme indiqué, avec des messages SWIFT qui vont être adressés de banque à banque, on a aussi, nous, en tant que banque, des obligations de compliance, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec toutes les banques du monde sur ces opérations. On ne travaille qu'avec des banques dont on a, entre guillemets, des dossiers complets, comme quand une société veut ouvrir un compte auprès d'une banque. Nous, on fait la même chose de banque à banque. En fait, on doit vérifier la solidité financière, vérifier qu'il n'y a pas dans les dirigeants des personnes qui seraient interdites, voilà, sous sanction. Donc, on a ce travail de vérification à faire. Et donc, le crédit documentaire qui est envoyé de banque à banque, voilà, on doit être en lien avec la banque, que ce soit à l'import ou à l'export. Donc, information à prendre en avant. Il faut bien savoir quelles vont être les banques en prise pour cet outil. Et quand on est côté importateur, comme c'est un engagement bancaire de paiement, il faudra une autorisation bancaire, donc un dossier de crédit à monter par chargé d'affaires pour autoriser cette émission de crédit documentaire. Alors, j'espère que vous allez voir les schémas suivants. Non ? Alors, petit test technique, parce que pour le crédit documentaire, le schéma, c'est quand même indispensable pour la compréhension. Il semblerait que les slides ne défilent pas, donc j'ai Laurent, mon collègue, qui est en train d'essayer de voir d'où ça vient. Je vous demande 2 petites minutes, parce que le schéma va être important là. C'est bon. Alors, il semblerait que ce soit OK. Si quelqu'un peut juste nous faire un petit signe sur les petites questions en disant si c'est bon, vous devez voir affiché principes généraux, crédit notifié à vue. Allez. OK. Merci. Alors, je suis défilée avec la flèche ici. Là. Sur le côté. Allez. Donc, c'est parti pour le schéma. Là, c'est indispensable pour bien comprendre. On va voir qui travaille quand il y a un crédit documentaire. Voilà, il va y avoir quatre tiers. Donc, en orange, j'ai mis l'importateur, qui va être le donneur d'ordre, celui qui va initier la demande de crédit documentaire. L'importateur est plus en bas, a priori, sa banque, la banque émettrice. En vert, l'exportateur, donc le bénéficiaire du crédit documentaire, celui qui va recevoir l'engagement de paiement. Et lui-même, a priori, va travailler avec une de ces banques qui va être appelée banque notificatrice, dans le cadre d'un crédit qui va être notifié. Et là, je l'ai marqué en paiement à vue, c'est accessoire. Donc, comment ça fonctionne? Très concrètement, l'importateur et l'exportateur ont bien sûr entre eux un contrat commercial qui prévoit comme moyen de paiement le crédit documentaire. L'importateur va demander à sa banque l'émission d'un crédit documentaire import. On verra un petit peu plus loin comment formaliser la demande. La banque émettrice va procéder à l'émission
de ce fameux message SWIFT. Donc, elle va transmettre à la banque de l'exportateur les termes du crédit documentaire. La banque notificatrice, donc la banque de l'exportateur, va alors pouvoir communiquer ce message. On appelle ça la notification du crédit documentaire. Donc d'un côté, quand on est côté importateur, on parle de crédit documentaire import. Quand on est exportateur, on parle de crédit documentaire export. On est bien d'accord que c'est le même message qui part d'un côté et qui arrive de l'autre. Une fois et seulement une fois que l'exportateur a été notifié de ce crédit documentaire, il peut procéder à l'expédition de la marchandise. Ici, je l'ai représenté par bateau parce que c'est vrai que c'est ce qui correspond le mieux, le plus facilement, on va dire, au crédit documentaire. Mais ça peut aussi être tout à fait adapté au transport routier, multimodal. C'est un petit peu plus délicat quand il y a du transport par avion, parce que le transport est très rapide. Et comme vous allez le voir, il y a un flux de documents qui, lui, prend un petit peu de temps. Même si on passe par DHL, on sera peut-être un petit peu plus long que l'avion. Mais ça peut se faire aussi. Et là, je vous ai parlé plutôt des marchandises. On verra un peu après qu'au niveau des prestations de services, il faut faire attention. C'est faisable, mais il faut faire un peu plus attention. Donc, l'exportateur envoie sa marchandise. De l'autre côté, il va envoyer les documents demandés dans le cadre du crédit documentaire à sa banque, tels que demandés dans le crédit documentaire. Donc, les documents, en général, c'est au moins la facture, document de transport, liste de colisage. Ça peut être d'autres documents, on le verra aussi un peu après. Ces documents vont ensuite transiter de la banque notificatrice vers la banque émettrice, celle qui s'est engagée à payer sous réserve de bonne réception des documents. Elle va donc les étudier pour vérifier qu'ils sont conformes. Bien sûr, on va imaginer qu'ils le sont. À ce moment-là, la banque émettrice va procéder au paiement de la banque de l'exportateur, qui va bien sûr le rediriger. Et l'importateur, vous doutez bien qu'il paye à un moment. Donc là aussi, l'importateur va rembourser en fait la banque émettrice, puisque le risque de paiement, il n'est plus sur l'importateur, il est sur la banque émettrice. J'espère que ce schéma est clair et pour aller jusqu'au bout, la banque émettrice, bien sûr, après obtention du paiement de son client, va lui remettre les documents qui vont alors lui permettre, à l'importateur, de prendre possession de la marchandise. Donc, vous voyez d'un côté un message SWIFT qui part de l'importateur, enfin qui part de sa banque et qui arrive jusqu'à l'exportateur, transfert de marchandises, les documents qui transitent via le réseau bancaire pour arriver jusqu'à l'importateur, et la banque qui va bien procéder au paiement. Donc avec ce schéma, vous voyez bien que l'opération sécurise vraiment les deux parties. L'exportateur sait qu'il ne règle, qu'il est réglé s'il répond bien aux demandes qui sont faites dans le crédit documentaire, il a cette garantie de paiement. L'importateur, lui, sait qu'il paye seulement si les documents sont conformes à ce qu'il attend. Donc là, on est sur un crédit notifié à vue. Je vous l'ai indiqué, c'est la banque émettrice qui étudie les documents, c'est elle qui s'est engagée à payer. Donc le risque de paiement que l'exportateur a, il est sur cette banque émettrice. Ça veut dire que côté exportateur, le crédit documentaire va couvrir le risque de non-paiement du client, puisque ce n'est plus le client qui paye en direct, en fait, c'est la banque. Donc il reste un risque pays et un risque banque. Alors, le risque pays, risque banque, en général, c'est associé. Vous avez des pays qui sont dans des situations politiques ou économiques assez instables. Vous avez des banques qui, parfois, aussi sont un peu légères financièrement, on va dire. Donc, le crédit documentaire simplement notifié, il est à réserver, on va dire, à des pays qui sont quand même stables, pas de souci de devise, par exemple. Et puis, il faudra envisager sur des pays plus sensibles un crédit documentaire qui sera confirmé. J'espère que je ne vous perds pas. On va refaire un schéma après. Le crédit documentaire confirmé,
C'est à peu près le même schéma, mais en plus, il y a un autre engagement de paiement, une deuxième banque qui ajoute son engagement de paiement, toujours irrévocable, pour couvrir le risque pays et le risque banque. Donc, sur un schéma, qu'est-ce que ça donne? On va reprendre le même, comme ça vous allez bien l'assimiler. Donc, toujours importateur, exportateur, chacun avec sa banque, un contrat commercial, une demande d'émission de crédit documentaire de la part de l'importateur qui va être transmis à la banque de l'exportateur qui, cette fois-ci, va confirmer le crédit documentaire. Ça veut dire que quand elle va notifier le crédit documentaire, elle va en plus dire à son client je m'engage moi aussi à payer si jamais la banque émettrice n'accomplissait pas ne répondait pas au paiement. Par exemple, ça s'est déjà vu des situations où les pays bloquent tout transfert de devises du jour au lendemain. Par exemple, les dollars ne peuvent plus sortir du pays. À ce moment-là, la confirmation permet quand même à l'exportateur d'être réglé. Donc, si on suit le schéma, il y a toujours l'expédition de la marchandise d'un côté et la transmission des documents de l'autre côté. Mais à ce moment-là, l'étude des documents se fait côté banque de l'exportateur. Et c'est elle qui s'engage à payer, donc qui va procéder au paiement et se faire ensuite rembourser. Quand elle va transmettre les documents à la banque émettrice, elle va se faire rembourser avec ce paiement. L'importateur paye toujours la banque émettrice et il obtient ses documents. Voilà, donc le schéma, vous pourrez, si besoin, y revenir après, je pense que ce sera mis en ligne sur la plateforme, sur la communauté sur internationale de Drôme et Comize. Donc, pour prendre un peu le temps, un peu de recul et y réfléchir, vous pourrez y revenir. J'espère que le schéma est clair, le principe de fonctionnement. Et maintenant, concrètement, comment ça se passe? Alors, côté importateur, pour ouvrir un crédit documentaire, je vous ai mis sur 2 ou 3 slides notre formulaire type. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour que vous ayez à l'esprit voilà, comment ça se formalise, une ouverture de crédit documentaire, puisque tous les éléments qu'il y a dans cette ouverture de crédit documentaire, il faut qu'ils aient été négociés, il faut qu'ils aient été prévus entre l'importateur et l'exportateur. Alors, voici ici le début de notre formulaire. Donc, on a bien sûr nom et adresse du donneur d'ordre, le bénéficiaire. On voit qu'il s'agit de toute façon d'un crédit irrévocable. Est-ce qu'il va être confirmé ou non confirmé? Ça se détermine dès l'ouverture. Crédit transférable, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. C'est utilisé vraiment pour du négoce international. Donc, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Vous avez bien sûr le montant. Maximum ou environ, il peut y avoir une marge de manœuvre. Si vous êtes sur du vrac, il peut y avoir un certain pourcentage toléré. Est-ce qu'il va être utilisable à vue ou est-ce qu'il va y avoir du délai de paiement? Qui va payer les éventuels intérêts? Quelle va être la date de validité? Tout ça, ce sont des choses qui... Voilà, c'est précis. C'est vrai que le crédit documentaire est un outil précis. Mais ça peut être très simple dans la précision. Vous avez ici en deuxième slide les documents, les principaux documents qui sont en général demandés. Donc, comme je vous le disais, la facture commerciale, la note de poids, liste de colisage, certificat d'origine. Ça, ce sont vraiment les basiques. Vous avez ensuite les documents de transport, donc sur le côté... Sur le côté, vous voyez par exemple la lettre de voiture. En général, on a beaucoup le BL, le Bill of Lading. Vous avez voilà, tous ces documents qui sont potentiellement demandés dans un crédit documentaire. Pas tous en même temps, bien sûr, mais voilà, chaque document peut être demandé. Ça dépend vraiment surtout des obligations en matière de douane et également les exigences en matière de qualité du client. Puisque vous pouvez toujours aussi prévoir d'autres documents qui ne sont pas prévus ici, comme des certificats de qualité, certificats d'inspection. Alors, quand on est sur de la prestation de service, il peut y avoir PV de réception
des travaux ou PV de attestation de fin de travail exécuté. Attention, pour ces documents, à partir du moment où l'exportateur laisse la main à l'importateur, au client, pour un document, ça peut être, c'est ouvrir la porte à un litige possible. Donc, il faut être très, très vigilant. Si vous êtes sur la prestation de service et que c'est votre client qui va signer le PV que vous devez remettre dans le crédit documentaire pour vous faire payer, attention. Il faut en général essayer de trouver une solution de secours si jamais votre client ne veut pas vous signer le document en temps et en heure, puisqu'à ce moment-là, l'engagement de paiement de la banque, il tombe. J'y reviendrai après. Au niveau de ce document, il faut aussi déterminer si les expéditions peuvent se faire en plusieurs fois, s'il y a des transbordements, changement de bateau, voilà. C'est indiqué dans la demande d'ouverture. Et ensuite, voilà, ça c'est la dernière page. Voilà, on décrit rapidement la marchandise, ou alors on se réfère strictement à une proforma, ce qui n'est pas pareil en termes de charge de travail. Et maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du client. Donc les champs voilà, sont à gauche avec des numéros puisque c'est codifié. Voilà, chaque numéro correspond à une possibilité de champ. Donc on est sur un crédit documentaire irrévocable. Vous voyez qu'il date de l'an dernier puisqu'on était en septembre 2017. Il se base sur les dernières règles de la Chambre de commerce internationale, donc on est sur les rues 600, et il expirait le 30 octobre en France. Ça veut dire que notre client français devait remettre ses documents à la banque au plus tard le 30 octobre auprès d'une banque française, et c'est indiqué dans un champ après que c'était auprès de la Banque populaire. J'ai masqué bien sûr les références des sociétés concernées. Voilà, là c'était pour 60 000 €. C'est vrai que pour ce montant-là, on apprécie en général d'être sécurisé. Les expéditions partielles étaient autorisées, mais pas les transbordements. Ça semble logique puisqu'on la marchandise partait du port de Marseille pour aller au port d'Alger. Donc, a priori, pas de transbordement. Une date très importante dans le crédit documentaire, c'est la dernière date d'expédition autorisée, donc le champ 44C. Vous voyez ici qu'on était au 30 septembre. Et si on se réfère maintenant à la date et place de date et lieu de validité, donc en fait,
entre le 30 septembre et le 30 octobre, il fallait que l'exportateur remette les documents à la banque. C'est un délai quand même assez voilà, confortable. J'ai enlevé la description des biens et services, peu importe. Ici, on était en Incoterms CFR, port d'Alger. Vous allez ensuite voir la liste des documents. C'est vraiment du classique. 4 factures commerciales originales, les prix unitaires, les quantités, l'origine de la marchandise, etc. Il fallait bien marquer déjà sur les factures que le mode de paiement était par lettre de crédit, signé et cacheté par le bénéficiaire. Le mode de paiement par lettre de crédit, notamment avec l'Algérie, c'est voilà, quelque chose qui est demandé sur les factures. Vous savez que les Algériens, ou sinon je vous l'apprends, les Algériens doivent domicilier, au préalable à toute importation, ils doivent domicilier l'opération auprès d'une banque. Ils doivent provisionner d'ailleurs pour le montant du paiement. Donc tout ça se fait très en amont et c'est toujours un peu long avec l'Algérie d'obtenir ce fameux crédit documentaire, mais une fois qu'on l'a, au moins on est tranquille. Donc les factures commerciales, 2 connaissements originaux sur 3. On verra qu'il faut y faire quand même attention à quand on n'envoie pas tous les connaissements originaux et qu'on en met un dans le pli cartable, ça peut être délicat. Une copie de certificat d'origine par la CCI, une liste de colisage, une copie de certificat de conformité, une copie de UR1 et, en dernier point, attestation du bénéficiaire certifiant avoir transmis les documents par courrier express, il y a un petit coquille là, express au donneur d'ordre. Donc là, dans ce crédit documentaire, il était demandé à l'exportateur français d'envoyer d'une part des documents à la banque pour se faire régler dans le cadre du crédit documentaire. Mais en parallèle, il devait aussi envoyer au donneur d'ordre, donc à l'importateur, des documents qui lui permettaient déjà de procéder au dédouanement à l'import et voire même de prendre possession du coût de la marchandise. Donc, c'est délicat. Je l'ai mis là dans cet exemple parce que ça me semble important de vous le signaler. Normalement, quand vous voulez vraiment être sécurisé sur une opération, ne laissez jamais la possibilité à votre client de prendre possession de la marchandise en dehors du crédit documentaire. Là, ça veut dire qu'il faut être vraiment sûr de ces documents, sûr de la conformité des documents. L'exportateur français, il a bien une garantie de paiement ouverte en sa faveur, mais il faut qu'il réponde strictement aux termes du crédit documentaire dans tous ces documents. Voilà pour ce premier exemple. On continue puisque là c'était juste les documents. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce crédit documentaire? Des conditions additionnelles, par exemple le fait que si en cas de document irrégulier, c'est facturé par la banque algérienne 90 € en plus. La répartition des frais, tout frais bancaire hors Algérie à la charge du bénéficiaire, donc de l'exportateur français. C'est en général ce qui se fait. L'importateur règle de son côté la banque locale et l'exportateur règle également de son côté. Période de présentation des documents, 21 jours. 21 jours entre le moment où l'exportateur envoie sa marchandise et le dernier jour où il peut l'envoyer à sa banque. C'était un crédit documentaire confirmé et nous l'avons obtenu via BNP France. En fait, c'était BNP Alger qui a transmis le message SWIFT à BNP France qui nous l'a transmis. Et voilà, nous, Banque Populaire, nous devions adresser les documents directement à BNP à Alger. Voilà, je passe sur les instructions de paiement qui sont plus des indications entre banques. Premier exemple, le voici, donc pour un exportateur français exportant en Algérie. J'ai un deuxième exemple à vous montrer. Je suis allée un petit peu plus vite parce que je crois que le temps passe aussi. Un crédit documentaire export, toujours, cette fois-ci avec un délai de paiement. Toujours irrévocable. Celui-ci, il est un petit peu plus récent puisqu'il date de juin de cette année. Le donneur d'ordre, donc l'acheteur, était un importateur à Shanghai et ici, notre client était exportateur ardéchois, négociant en vin.
On est sur un plus petit montant, 26 000 €. Néanmoins, c'est vrai que pour ce montant-là, ça commence à être intéressant de regarder un crédit documentaire. Il y avait un pourcentage de tolérance, plus ou moins 1%. Ce crédit, il était utilisable auprès de toute banque. Si notre client avait voulu l'utiliser auprès d'une autre banque, la Banque Populaire, il aurait pu. Néanmoins, c'est vrai qu'en général, quand on accompagne une opération, on l'accompagne déjà bien en amont. Logiquement, les clients nous confient aussi leurs documents puisqu'on peut procéder à une pré-vérification, leur donner des conseils. Donc, on a en général les documents qui nous sont remis après. Il était ouvert par négociation. Là, je vais passer très vite. C'est un type d'utilisation du crédit documentaire qui permet de se faire régler avant la fin du délai de paiement. Et il comprenait donc un draft, donc une traite à 90 jours. Donc on était sur 90 jours de délai de paiement, ce qui avait été négocié par le chinois et ce qui est assez fréquent avec ce pays. Les expéditions partielles étaient autorisées, les transbordements étaient autorisés. Les marchandises devaient partir d'un port en France. Pour arriver au port de Shanghai avec une date limite d'expédition au 10 août 2018. Donc ça concernait, sans surprise, là, vu la typologie d'activité, des bouteilles de vin, avec la tolérance, là c'était précisé, la tolérance 1% en plus ou en moins, pouvait porter sur les quantités et les montants. Ici, on a un petit peu plus de documents, c'est pour ça que je voulais vous montrer celui-ci. Donc on a bien documents de transport, donc le Ocean Bills of Lading. On a les factures commerciales classiques, la packing list, le certificat d'origine. Alors avec plus ou moins d'originaux et de copies de ces documents. Là, l'importateur avait aussi besoin d'un rapport d'analyse réalisé par un laboratoire officiel. Alors là, il aurait même fallu être un peu plus précis, préciser peut-être où est-ce qu'on trouvait la liste de ce laboratoire ou des noms de laboratoires autorisés. Un certificat d'embouteillage réalisé par le vendeur. Un certificat sanitaire réalisé par les institutions autorisées. Là aussi, il n'y avait pas de précision, mais bon, on peut se douter que l'exportateur savait de quoi il retournait. Et un certificat de fumigation si c'était transporté en palette en bois ou box en bois. Donc voilà, vous voyez que selon l'activité, il peut y avoir des documents comme ça qui sont vraiment spécifiques. Et ça, c'est à déterminer vraiment en amont lors de la négociation du contrat. Et il faut même, dans l'idéal, il faut même que ce soit stipulé dans le contrat. Quels sont les documents demandés et qu'on retrouve vraiment les mêmes au niveau du crédit documentaire. Voilà, je vais aller un petit peu plus vite pour ce deuxième exemple, mais vous voyez qu'au final, on est toujours sur les mêmes informations, les mêmes champs qui reviennent. Donc quand je dis champs, c'est date limite de validité, documents requis, transbordement autorisé ou non. On est toujours sur le même processus. Après, il faut juste adapter les documents et les dates, etc., à la situation commerciale en jeu. Alors, comment savoir s'il est opportun ou non d'utiliser le crédit documentaire? Déjà, je vais revenir sur quelques points d'attention et puis sur quand même les gros avantages de cet outil. Les points d'attention, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est que ça ne protège pas de la fraude ni d'une incohérence plutôt que fraude. C'est vrai que la fraude serait vraiment voilà, c'est volontaire et qui pourrait conduire à des poursuites pénales. Mais voilà, c'est plutôt en général s'il y a un petit problème de qualité ou de défaut sur les produits, malheureusement, pour l'importateur, le crédit documentaire ne peut pas protéger de ça, sauf à ce qu'il ait des certificats de qualité qui soient demandés.
Le point d'attention qui est le plus souvent quand même, qui revient le plus souvent, c'est la possible lourdeur administrative. Par rapport à ça, en fait, voilà, il y a deux cas de figure. Il y a la société qui va pour la première fois utiliser un crédit documentaire, qui va voir tout ce que je viens de détailler, qui va se retrouver avec un formulaire à remplir ou alors un crédit documentaire reçu en tant qu'exportateur. C'est vrai que la première fois, ça peut paraître compliqué et je le comprends tout à fait. Ça n'est pas, je pense, adapté à des toutes petites sociétés où vous avez une personne qui fait déjà beaucoup de choses et où là, on va demander effectivement une rigueur administrative. Il va falloir être très précis. Je pense que ça reste quand même plus accessible à des sociétés qui ont déjà pratiqué un tout petit peu le commerce, l'export ou l'import, et qui vont avoir des réflexes, notamment tout à l'heure je parlais de l'Incoterm. Voilà, l'Incoterm, c'est quelque chose de... Et les documents administratifs, c'est quelque chose à bien maîtriser pour ça. Après, la lourdeur administrative peut aussi parfois être vraiment voulue par un importateur qui va essayer ainsi de limiter son engagement et puis peut-être de dire finalement non, les documents, j'en veux pas, ils sont pas conformes, je n'en veux pas. Nous, on est là en amont pour vous conseiller, pour limiter éventuellement le nombre de documents, dire concentrez-vous sur l'essentiel. Voilà. Et puis dernière chose, attention aux coûts et aux coûts qui vont être plus ou moins importants selon la complexité du crédit documentaire. Donc nous, on va privilégier quand même des crédits documentaires simples. Attention au risque banque-pays. Donc vous savez qu'il y a la confirmation. Si vous êtes exportateur, la confirmation peut être intéressante, mais elle inclut un coût supplémentaire. Et puis selon la législation de chaque pays, il y a des importateurs qui vont dire non, nous on ne peut pas parce que il faut que notre trésorerie soit mobilisée un mois avant, c'est pas possible. À ce moment-là, il faudra trouver d'autres moyens que le crédit documentaire. Par contre, c'est vraiment un bon outil concernant la couverture du risque commercial dans sa globalité, parce qu'on peut aller au risque, à couvrir le risque pays et banque sur un crédit documentaire confirmé. Le très gros avantage que je vois moi, c'est qu'il cadre vraiment l'opération en termes de délai. Donc si vous êtes, vous soyez importateur ou exportateur, vous savez que voilà, vous avez une deadline à respecter pour que le crédit documentaire soit valable. Et en général, ça permet d'accélérer un peu les choses. Et c'est aussi très structurant en termes documentaires, parce que vous savez à l'avance exactement ce qui est demandé. Et un avantage qui est aussi pas négligeable, c'est que dans le crédit documentaire, vous pouvez proposer un délai de paiement. Si vous êtes exportateur, vous avez une garantie bancaire de paiement. Vous pouvez donc laisser 30, 60, 90 jours à votre client et ça peut être déterminant dans certaines négociations commerciales. Vous souhaitez être sécurisé, votre client, lui, souhaite un délai de paiement, proposez le crédit documentaire. Ici, je n'ai pas mis d'informations en termes de montant. Je pense qu'en deçà de 15 000 euros, ça n'est pas l'instrument adapté. Au-delà, ça se regarde et encore plus quand on est à plus de zéro sur la facture. J'ai indiqué encore ici quelques critères de choix. Donc, vous l'aurez compris, c'est vraiment à privilégier quand vous êtes avec des clients à risque, des pays à risque. Quand vous êtes sur des opérations qui sont significatives, vous en tant qu'exportateur ou importateur également, quand on est sur des prix qui font que l'opération pour vous a une incidence notable si elle ne se déroule pas bien. Si vous êtes sur des fabrications spéciales, encore plus. Et puis, dans certains secteurs d'activité, c'est vraiment très usuel, notamment ici, je vous indiquais textile, high-tech, ça se pratique beaucoup. Tout à l'heure, je parlais des prestations de services. Donc là encore, un rapide mémo adapté sur tous les documents du crédit documentaire, en restant vigilant quant au conflit d'intérêts. Donc, s'il vous plaît, évitez les documents qui nécessitent une signature de votre client si vous voulez être payé. Enfin, pour information, le crédit documentaire peut prévoir le versement d'un acompte ou ne concerner que le solde d'une opération. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un crédit qui couvre 100% d'une opération si vous avez par exemple 50% d'acompte. On peut ouvrir le crédit que sur le solde, ce qui aura bien sûr un avantage en termes de coût.
Et là, vraiment, mais c'est pour enfoncer le clou, on va dire que toute la zone en rouge est vraiment concernée par le crédit documentaire. Donc, quand vous avez un fort risque pays, risque client, un montant élevé et éventuellement un degré d'adaptation du produit important. Alors, je passe rapidement là-dessus puisqu'on en a quand même pas mal parlé. Et je vous invite également, je fais un petit aparté, à revoir peut-être aussi les autres webinaires qu'on avait proposés avec Marlène donc, sur les moyens de paiement documentaires. On avait parlé des remises documentaires et également des garanties de paiement. Et on va maintenant arriver à vos questions. Alors, je n'ai pas vu les questions en cours de présentation. Et bien pour l'instant, il n'y a pas eu de questions. Voilà, alors je vous ai tous perdus ou alors. Non, vous avez été très très clair du coup. Bon, j'ai noté celles qui reviennent. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Oui, alors combien ça coûte un crédit documentaire? Alors c'est une question à laquelle il n'est pas simple de répondre parce que comme le crédit documentaire doit vraiment être adapté à chaque situation, sur un crédit documentaire à 15 000 € avec 3 documents, on sera peut-être dans les alentours de 250 € aussi bien côté importateur qu'exportateur, que si on est sur un crédit documentaire peut-être du même montant, mais avec par exemple deux envois différents de marchandises, ou alors si on est sur des montants plus importants, à ce moment-là, la facture va grimper. Donc, pour répondre à la question combien ça coûte, le mieux c'est de voir situation par situation. Qu'est-ce qui va influer sur le coût? Ça va être le montant, la durée et la complexité de l'opération, tant en termes de documents qu'en termes d'expédition, de nombre d'expéditions surtout. Voilà. Quand on est importateur, donc celui qui est à l'origine du crédit documentaire, l'importateur va devoir régler une commission d'ouverture qui va couvrir l'engagement de sa banque. Donc l'engagement, il va se répercuter, ça va être un pourcentage et ça va être sur la durée. Si le crédit documentaire il est ouvert sur 3 mois, sur 4 mois, sur 6 mois, ça ne va pas être le même coût, ça va être bien sûr un pourcentage annuel. L'exportateur qui reçoit le crédit documentaire, il va être notifié, donc il va avoir une commission pour cette notification. Ça va être selon les établissements, hein, ça va être un peu moins 100 €, un peu plus de 100 €, vous serez globalement à ce prix-là. Mais ensuite, quand l'exportateur va remettre les documents, là à nouveau, on sera sur un pourcentage en montant de la facture et avec un minimum, parce que vous doutez que les équipes techniques derrière, elles vont analyser les documents. Ça prend du temps, donc il y a forcément un plancher. Le plancher, il va se situer aux alentours d'une centaine d'euros aussi par analyse. Et ensuite, en fait, à chaque modification, et c'est pour ça que c'est bien de l'anticiper au maximum et d'avoir un brouillon du crédit documentaire, parce que chaque modification qui va ensuite transiter par le système SWIFT, par les banques, va être tarifée aussi. Donc voilà, plus c'est bien cadré en amont, et mieux c'est à la fois pour l'importateur et l'exportateur parce qu'on évite des coûts supplémentaires. Alors, j'ai une question. Oui. Dans quelle devise doit-on négocier le crédoc? C'est libre. Il n'y a pas d'impératif concernant les devises. L'euro et le dollar US sont bien sûr les plus fréquemment utilisés. J'avoue que je n'ai pas traité de crédit documentaire dans des devises très exotiques, mais rien ne le... Voilà, après, tout dépend les problématiques, les réglementations d'échange locales, bien sûr, hein, mais on va dire que si vous êtes si vous êtes néo-exportateur ou néo-importateur, que vous voulez rester sur de l'euro, restez sur de l'euro. Après, si vous avez de la devise, on a des solutions de couverture contre le risque de change. Il n'y a pas de normes concernant la devise pour les crédits documentaires. Autre question. À quel moment doit être faite la demande d'émission de crédoc de la part de l'importateur? Elle est faite dans l'idéal, je veux dire. Dans l'idéal, la demande d'ouverture de crédit documentaire, elle est faite à partir du moment où acheteurs et vendeurs se sont mis d'accord. Donc, on a un contrat commercial qui est signé.
Et le vendeur, lui, là, il attend le crédit documentaire pour soit déjà procéder à l'expédition parce que c'est de la marchandise qu'il a sur stock. Donc à la rigueur, il peut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. S'il n'est pas pressé, ça va être au bon vouloir de l'importateur de réaliser cette ouverture de crédit documentaire. Soit s'il s'agit d'une fabrication spéciale, l'exportateur, lui, il faut qu'il reçoive le crédit documentaire le plus tôt possible pour garantir son risque de fabrication. Puisque s'il commence à produire et qu'il ne reçoit pas le crédit documentaire, bah, toute sa production, qu'est-ce qu'il en fait? Voilà. Alors, il y a deux choses à voir. C'est que d'un côté, peut-être que l'importateur a des difficultés ou est soumis à une lenteur administrative dans son pays. Ça arrive, tout à l'heure je parlais de l'Algérie, c'est vrai que ça prend des semaines pour ouvrir un crédit documentaire en Algérie et c'est pas la faute de l'importateur, c'est le système qui est comme ça. D'un autre côté, lui, l'importateur, parfois aussi c'est plus de la mauvaise foi ou le fait de vouloir de faire traîner les choses, il n'est pas très pressé ou il veut attendre le dernier moment pour que ça lui coûte le moins cher possible, pour que la durée d'ouverture du crédit documentaire soit la plus réduite possible. Et à ce moment-là, bah, il en joue. Donc, voilà, il y a deux situations. Et bon, en tout cas, côté exportateur, retenez déjà que il faut toujours que vous attendiez que le crédit documentaire vous soit notifié avant de procéder à l'expédition. Voilà. Autre question. Ai-je bien compris? Mon client tunisien ordonne un crédoc à sa banque émettrice. Moi, exportateur, je suis contacté par ma banque bénéficiaire. C'est ça, la banque du bénéficiaire, c'est ça. Et pour que ça fonctionne bien, comme je vous l'ai dit dans les prérequis, il faut que la banque en Tunisie et la banque en France soient bien en lien. Donc, il faut avoir l'information au préalable, hein, savoir quelle va être la banque émettrice en Tunisie et vérifier avec votre banque en France qu'elle soit bien en contact. Autre question. Qui nous informe, l'exportateur, du risque banque pays? Bonne question. Alors, bon, il y en a sur lesquels vous le saurez, vous le saurez aussi bien que nous. Le risque banque pays, vous avez des bonnes informations à ce niveau-là, par exemple sur les sites des assureurs crédits, par exemple la COFAS, qui met à disposition ses fiches pays, où vous voyez la note COFAS du pays, donc c'est déjà un bon indice. J'ai d'ailleurs mis hier en ligne sur Ecobee justement le dernier baromètre du 3e trimestre que COFAS vient de sortir, en dégradant certains pays et en réévaluant d'autres. Ouais. Donc c'est quelque chose à regarder effectivement au préalable. Mais je pense que ça, quand vous avez un commercial qui part dans un pays pour faire du business, il doit normalement être aussi au courant de ça. Mais voilà, vous pouvez utiliser ce genre de source d'information. Et puis nous, quand on reçoit alors pas quand on reçoit le crédit documentaire, parce qu'à ce moment-là, c'est déjà un peu tard pour dire on confirme ou on ne confirme pas. Mais quand vous contactez votre banque, si vous êtes exportateur, vous contactez votre banque en amont d'une opération, je dis bien en amont, on peut vous dire, bon, sur tel pays, ce serait bien, si vous faites un crédit documentaire, qu'on ait une confirmation en plus. Et on vous communique bien sûr la cotation précise, puisque le coût de la confirmation va dépendre de ce couple pays et banque. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. On attend encore 30 secondes pour savoir si quelqu'un d'autre en a d'autres. Dans tous les cas, sur la présentation, vous retrouvez les coordonnées d'Hélène. Donc, s'il y a quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à la contacter. Un conseil, faites-vous bien aider par votre banque sur la rédaction du crédit documentaire. C'est important et il y a parfois des documents qui sont demandés par l'importateur. Est-ce que c'est très utile ou pas? Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment une réglementation LP qui le demande? Ou est-ce que c'est lui qui fait des fois des excès de zèle? Donc, soyez bien vigilants. Il faut bien le négocier. N'hésitez pas à faire des allers-retours et à modifier ce qui vous semble impossible de fournir pour être certain que le crédit documentaire puisse être honoré. Voilà, tout à fait. Eh bien, on va terminer là. Ah, une dernière question.
Y a-t-il encore des pays où c'est obligatoire? Alors, crédit documentaire seul obligatoire, non, puisqu'en Algérie, vous avez aussi la remise documentaire. Sauf erreur, je ne crois pas que ce soit obligatoire de passer par le crédit documentaire et uniquement le crédit documentaire dans un pays. Mais comme on en apprend tous les jours, ouais. Et les choses changent aussi voilà. tellement vite et tellement souvent qu'il faut bien s'en assurer auparavant. Ouais. Et ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc le document sera disponible sur la communauté internationale Drôme-Écobiz. La présentation a également été enregistrée. Je ne l'avais pas dit avant pour que pas de stress. Non, je savais, les autres aussi. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations et le réécouter sur la plateforme Écobiz. Hélène et moi, on vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre attention. Et puis, on vous tiendra informé des prochains webinaires qu'on fera ensemble. Bonne journée à tous. Au revoir.